Une chose est sûre et certaine, il y a de très nombreux personnages de la série télé X-Files qui mériteraient leur propre épisode de mon bestiaire de l'horreur. Et sans doute, certains l'auraient plus mérité que celui que j'ai choisi aujourd'hui. Et pour cause, beaucoup parmi vous sont au courant que je ne suis pas forcément un grand amateur de séries. Mais X-Files fait clairement partie de ces œuvres qui, alors que j'étais encore tout gamin, m'ont initié aux arcanes de l'horreur, qui m'étaient pourtant interdites à l'époque. Terrifié par des images qui aujourd'hui font surtout vibrer ma fibre nostalgique, je me forçais à suivre les enquêtes passionnantes de Mulder et Scully, tellement fasciné par les multiples thématiques obscures qu'ils effleuraient que j'en oubliais ma terreur. Et même si j'étais alors trop jeune pour réellement saisir les tenants et aboutissants du fil rouge complotiste ô combien grandiose de l'œuvre, certains de ces monstres et criminels m'ont à tout jamais marqué et furent ainsi parmi les tout premiers à animer mes cauchemars. Mais si je ne devais retenir qu'un antagoniste, qu'une créature au sein de la folle galerie des horreurs que X-Files nous a proposée durant de nombreuses années, pour moi, le choix était vite fait. Un personnage qui m'a rendu mal à l'aise, même au chaud sous ma couette, en sécurité dans ma propre chambre. Un sinistre individu qui m'a donné l'impression d'être observé pendant des mois, trop petit que j'étais pour faire la part des choses entre fiction et réalité. Il restera clairement à jamais pour moi l'antagoniste le plus terrifiant offert par la série et l'un de mes premiers amours macabres. Bonsoir, amis de l'horreur, et bienvenue dans ce bestiaire de l'horreur consacré à Eugène Victor Tooms. Welcome to hell. So you are afraid of something after all, huh? Eugène Victor Tooms n'est finalement qu'un personnage mineur de X-Files puisqu'il n'apparaît que dans 2 épisodes de la toute première saison. Tout d'abord dans l'épisode 3, Compression ou Squeezie en version originale, réalisé par Harry Longstreet, puis dans l'épisode 21, Le retour de Tooms ou plus sobrement, Tooms, réalisé par David Nutter. Il s'agit d'un tueur en série aux capacités et modus operandi particuliers dont nous parlerons un petit peu plus tard. Au niveau de son apparence, c'est l'acteur Doug Hutchinson qui lui prête ses traits, et nous sommes en présence d'un jeune homme qui semble avoir entre 20 et 40 ans maximum, au physique quelconque et de faible carrure, qui est plutôt inexpressif et paraît, pour toutes ces raisons, être assez inoffensif. Cependant, lorsqu'il repère une proie ou se met en chasse, son visage change drastiquement. Il prend un air haineux qui déforme ses traits et lui font perdre leur douceur naturelle, et sa face vous fera peut-être penser à celle de cette pauvre Regan lorsqu'elle était possédée par Pazuzu. Pire encore, sa peau rougit et ses yeux changent de couleur pour devenir jaunâtres, immondes et inhumains. À nouveau, nous y reviendrons plus tard. Encore une fois, nous ne sommes pas en présence du personnage le plus important de la franchise, et pourtant, il semble avoir grandement marqué les spectateurs. Beaucoup de sites internet, de Tumblr ou blogs en tout genre sont encore affublés de son visage de prédateur, et il existe pas mal de t-shirts, dont le mien, je sais pas si vous le voyez, mais voilà, j'ai un t-shirt Tooms, à son effigie qui circule. Et s'il jouait d'une si grande cote de popularité, si je puis dire, ce n'est pas non plus pour rien. Il aurait à coup sûr pu avoir une franchise de slasher à son nom, s'il avait été créé dans un autre contexte que celui de X-Files. Enfin bon, pour tous ceux qui ne le connaissent pas encore et ne savent donc pas ce qu'il a de spécial, ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. Premièrement, il faut savoir que Tooms n'est pas un être humain ordinaire. Sans que l'on ne comprenne exactement sa nature, c'est une sorte de mutant qui a évolué et que la nature a doté d'incroyables talents. Premièrement, il faut mettre en avant sa longévité extraordinaire. Il est né à Baltimore, dans l'État américain du Maryland, en 1873. Oui, vous avez bien entendu, la première saison de X-Files se tient en 93 et 94, et lui, il est né plus d'1 siècle plus tôt. Pour rester en vie si longtemps, il connaît des périodes d'hibernation de 30 ans, au terme desquelles il doit se nourrir de 5 foies humains arrachés à ses victimes afin de pouvoir retourner pieuter pendant 3 décennies. Pour permettre cette hibernation contre nature, son corps produit une étrange substance jaunâtre et visqueuse, semblable à de la bile, qui dégage une forte et désagréable odeur et de laquelle il s'enduit. Il utilise également ses odieux fluides pour se fabriquer des nids avec de vieux journaux, par exemple, en s'en servant alors comme colle.
Au-delà de sa longévité, notre très cher Tooms possède une faculté terrifiante. Grâce à une structure osseuse et musculaire tout à fait unique, il est capable d'allonger son corps de façon extraordinaire, ce qui lui permet de s'infiltrer dans des espaces très étroits, tels que des conduits d'aération minuscules ou de passer entre des barreaux, par exemple. Du coup, personne n'est à l'abri de ce prédateur. Même enfermé chez soi, protégé par des systèmes de sécurité de dernier cri, on peut devenir sa victime, puisqu'il est capable d'entrer par des moyens incongrus auxquels nous n'aurions même pas osé penser. Et de ces facultés découle directement un profil particulier et surtout un criminel extrêmement difficile à appréhender pour les autorités. Premièrement, il est compliqué pour les forces de l'ordre de comprendre à quoi et à qui ils ont affaire. Vu qu'il aime s'en prendre à des proies dans des endroits difficiles à atteindre, souvent verrouillés de l'intérieur, les flics ne comprennent juste pas comment quelqu'un a pu entrer. De plus, il laisse en général d'étranges empreintes digitales sur le lieu du crime, étirées et déformées qui ne correspondent à rien de connu et donc sont inutilisables. Mais cette particularité ô combien notable servit à l'agent spécial Fox Mulder de monter un profil du tueur. Cette tendance à s'en prendre à des victimes situées dans des endroits difficiles ou même réputés impossibles à atteindre n'est pas juste due à son désir d'échapper aux autorités, mais elle répond également à son ego surdimensionné. C'est comme un défi qu'il relève à chaque fois, et le fait d'épater et de créer la stupéfaction au sein de la police ou de la presse le flatte, lui donne la sensation d'être supérieur, tout puissant. Il ne s'agit donc pas uniquement de sécurité pour lui, mais bien d'un challenge, ou encore d'une façon de provoquer les forces de l'ordre dont il aime se jouer, à l'image du sourire qu'il adressera à Mulder lorsque la société le libérera, mais nous y reviendrons plus tard. Puis, pour garder son anonymat, Tooms choisit toujours le même boulot. Un travail qui n'attire pour ainsi dire jamais l'attention, et qui ne demande pas de qualification particulière, ce qui lui permet d'être sûr de le rechoper à chacun de ses réveils après hibernation. Préposé à la fourrière du contrôle animal de Baltimore, sa ville natale. Ce boulot lui donne d'ailleurs une bonne couverture. Il explique pourquoi il se balade de temps en temps dans d'étroits conduits, soi-disant pour attraper un chat ou un rongeur qui lui aurait été signalé. C'est d'ailleurs exactement dans cette situation qu'il sera interpellé par Mulder et Scully, qui lui tomberont dessus alors qu'il sortait d'un large tuyau, et il réussira à s'en sortir grâce à cette excuse précise. Puis, avouons-le, Tooms est doté d'un instinct animal et de sens surdéveloppé. Il est donc très doué pour dénicher les bestioles en tout genre, mortes ou vivantes, et ce, peu importe où elles se cachent. C'est également grâce à cet emploi particulier qu'il rencontre ses victimes, entre lesquelles il est impossible de trouver le moindre lien. Il est amené à se balader partout dans la ville, et, parfois, il croise un individu qui va retenir son attention sans que l'on comprenne réellement pour quelle raison. Il va alors se concentrer sur sa proie sans pouvoir s'en détourner, de façon obsessionnelle, sans plus rien voir du monde qui l'entoure, et ce, jusqu'à ce qu'il arrive à ses fins. Dans ces moments, comme nous l'avons vu, son physique et son expression faciale changent radicalement et il semble d'ailleurs avoir du mal à contrôler cet état. Il passe de l'humain à l'animal. Mais sous son état normal, il est presque dénué de la moindre expression, à tel point qu'on pourrait croire qu'il est atteint d'une forme d'autisme ou d'un autre trouble, voire même qu'il est simplement idiot. Mais ça peut également être considéré comme un talent, puisque cela lui donne un air innocent, et cela lui permet de passer le test du détecteur de mensonges, par exemple, sans aucune difficulté. Et au-delà de ça, il profite de son immortalité pour paraître toujours aussi innocent. Comment pourrait-il être responsable de meurtres commis il y a 90 ans, quand lui-même semble n'avoir qu'une vingtaine d'années ? Seul Mulder, habitué aux affaires étranges et qui n'a pas peur de lorgner du côté du surnaturel lorsqu'il enquête, parviendra à faire le lien entre les meurtres des différentes époques et donc à soupçonner Tooms. Et ce, même si ce qu'il découvrira est a priori invraisemblable. 5 meurtres tous les 30 ans depuis plus d'un siècle, commis par un même homme, capable d'étirer ses os et ses muscles pour pouvoir passer par les plus petites cavités qui se nourrit de foie humain et qui, grâce à des périodes d'hibernation de 30 ans, peut vivre indéfiniment. C'est une histoire plutôt difficile à avaler, mais pas pour Mulder, qui deviendra en quelque sorte le némésis de Tooms. Car Eugène n'a jamais connu d'ennemi ou de véritable adversaire. Il est au sommet de la pyramide alimentaire et les humains ne sont que des proies pour lui. Il ne les considère certainement pas comme égaux à lui. Et vous remarquerez que c'est une constante dans cette émission. De toute façon, comment pourrait-il s'identifier aux individus normaux, lui qui a croisé plusieurs générations différentes d'humains seulement l'espace de quelques jours et ce, tous les 30 ans ? Il ne s'est jamais lié à qui que ce soit et n'a jamais été mis en péril ni par une victime potentielle, ni par les autorités. Parce qu'il est plus fort physiquement qu'un être humain normal et parce que sa condition unique et ordinaire ne pouvait même pas être imaginée par les citoyens ordinaires et lui assurait donc un camouflage parfait dans notre société. Jusqu'à ce que Mulder se dresse sur sa route.
Et pour la première fois, on a pu voir Tooms exprimer ses émotions. C'était à son tour d'être décontenancé par une situation inhabituelle. Quelqu'un avait percé son secret et savait qui il était. Mulder l'avait fait arrêter et fait passer le test du détecteur de mensonges. Et la seule question à laquelle le tueur avait tiqué était celle imposée par l'agent et concernait son âge avancé. Une question à laquelle il n'était pas préparé. Mais à nouveau, les autres policiers justifièrent cette réaction par le caractère incongru de la question et ne la prirent pas en compte, refusant, comme toujours dans la série, d'écouter les théories de Mulder. Et même s'il se pensait impossible à identifier et intraçable, Fox le retrouva dans les registres de la ville. Grâce au recensement de Baltimore, il retrouva l'année de sa naissance, puis il réussit à dénicher son adresse, le 66 Exeter Street, où il vivait dans les années 30. Et Tooms vivait toujours là, dans une sorte de trou répugnant dans lequel il dormait et amassait les trésors qu'il dérobait à ses victimes comme autant de macabres trophées. Mulder l'avait acculé. Mis sous pression pour la première fois de son existence, et surtout désormais lui-même traqué par un autre prédateur qui mettait sa vie en péril, Tooms commit la première grosse erreur de toute sa vie. Il tenta de s'en prendre à Scully. Dans son esprit, c'était comme une punition infligée à Mulder pour avoir osé le défier et une façon de le remettre à sa place, vulgaire humain pitoyable. Il ne lui restait plus qu'une victime à tuer avant de repartir en hibernation et d'échapper à nouveau à la justice, et il voulait que ce soit la jeune enquêtrice. Mais il avait sous-estimé le duo d'agents qui comprit rapidement ses intentions et put donc l'arrêter après avoir déjoué sa sinistre tentative. Et l'histoire aurait pu s'arrêter là, mais encore une fois, Mulder se heurta à l'incompréhension des instances responsables de Tooms qui refusèrent d'écouter ses théories sur le monstre qu'il détenait et le relâchèrent. Après avoir été enfermé seulement quelques mois dans un établissement psychiatrique, uniquement pour l'agression de Dana et non pas pour les meurtres pour lesquels il n'avait pas été condamné, Tooms fut considéré comme pas dangereux pour la société et fut libéré. C'est à la suite de ce procès qu'il se permit de décrocher un sourire triomphant et mesquin à Mulder en sortant du tribunal et vaquant vers la liberté. Il avait gagné. Une preuve encore une fois qu'il livrait une compétition avec l'agent fédéral. Mais Mulder le poursuivit, inlassablement, et ce malgré les indications de ses supérieurs qu'il mettait dans l'embarras. Il connaissait le profil de Tooms sur le bout des doigts et intervenait chaque fois que le tueur repérait une proie potentielle. Pour se débarrasser de lui, Eugène ira jusqu'à se glisser dans son appartement et se battre lui-même avec ses chaussures pour le faire accuser. À nouveau, il devait à tout prix s'extirper des griffes du policier car il lui manquait toujours une victime pour partir en hibernation. Et après avoir presque réussi son coup, alors qu'il s'apprêtait à roupiller pour 3 nouvelles décennies, Mulder le trouva à nouveau, grâce à l'aide de Scully et d'un ancien policier qui avait suivi les meurtres en 1933 et 1963. Sa nouvelle planque se trouvait sous un escalator isolé, loin du regard des curieux. Un escalator dont le mécanisme provoquera sa perte, alors qu'il était sur le point d'enfin porter un coup fatal à son ennemi juré. Et c'est ainsi que ce tueur présumé immortel finit par perdre la vie après avoir vécu pendant plus d'un siècle et fait au moins 15 victimes. Il aurait pu devenir un personnage récurrent de la série, une sorte d'effroyable ennemi de Mulder et Scully, mais d'une part, il n'y avait pas de telle place de libre pour lui, et d'une autre part, le voir trop souvent aurait fini par réduire la peur qu'il provoquait, ainsi que son aura meurtrière et quasi animale. Mais il y a encore quelque chose à dire sur lui. Comme souvent dans X-Files, notre antagoniste du jour signifie plus que ce qu'il semble représenter aux premiers abords. Il est la personnification du home invasion, en quelque sorte. Il est cette mort qui peut frapper n'importe où, n'importe quand, dans un bureau du dernier étage d'une tour surprotégée ou dans une maison familiale à la porte d'entrée soigneusement verrouillée, peu importe. Il entrera chez vous par n'importe quel moyen et vous ôtera la vie, vous qui pensez être à l'abri, qui avez investi une fortune dans des systèmes de sécurité, alarmes, caméras, verrous, voire même surveillants aux gardes du corps. Tout cela n'est qu'artifice quand Tooms vous repère et vous prend pour cible. En réalité, cette recherche de sécurité abusive n'est que le fruit de manipulations politiques et de leurs retombées médiatiques, poussant toujours plus la population à la peur ou à la panique qui se barricade alors chez elle afin de protéger sa vie et ses possessions. Mais toutes ces précautions n'empêchent pas la bêtise et l'obscurantisme de pénétrer les foyers, notamment américains. Voilà ce que Tooms représente. Ce n'est pas anodin si la totalité des personnages n'arrivent pas à croire en son existence, ne peuvent écouter les théories de Mulder sur ce tueur sans se mettre à rire. Ils ne peuvent plus ouvrir leurs esprits, trop habitués qu'ils sont à suivre les informations que leur donnent les divers représentants de l'autorité. Gouvernement, police, journalistes, médecins, etc. La population écoute et obéit sagement, et Tooms peut donc se servir de leur étroitesse d'esprit et de leur manque d'esprit critique et de recul pour les berner et faire d'eux
ce qu'il veut. Forcément, c'est un message largement martelé par X-Files, qui reste une série au ton largement conspirationniste. Mais vous verrez, si vous appliquez cette théorie très intéressante, Tooms peut alors représenter tout un tas de concepts et d'idées en tout genre, pour le peu que vous l'observiez sous le prisme d'une crise sociétale ou politique quelconque. Elle sera toujours ou presque la conséquence d'agissements gouvernementaux, que ce soit de la propagande ou d'autres types de manipulation. Du moins, c'est ce que X-Files nous enseigne, notamment. De plus, nous avons cette idée de mutation génétique, d'évolution de l'être humain, qui est intéressante ici. Déjà, Tooms se rapproche davantage de l'animal et plus précisément du prédateur solitaire dans son comportement de tueur. Il chasse et tue pour se nourrir et son existence entière ne tourne qu'autour de sa survie. Il ne cherche pas à développer de liens particuliers avec des congénères qui, à notre connaissance, n'existent pas, ou du moins ne sont pas en contact avec lui. Son unique objectif est de s'introduire l'espace de quelques jours dans notre société afin de se nourrir suffisamment pour pouvoir repartir en hibernation. Quel genre de vie est-ce là ? Ceux qui sont à la recherche de la vie éternelle pourront-ils vraiment se contenter d'une existence aussi vide de sens ? Et l'évolution implique-t-elle forcément de devoir devenir le nouveau sommet de la chaîne alimentaire et de considérer ceux qui la composent comme des proies uniquement ? L'existence même de Tooms semble poser toutes ces questions et rejeter en bloc le concept de l'évolution perpétuelle et avec elle tout ce que cela implique. Mulder lui-même nourrit toutes ces conclusions en évoquant l'inutilité des dispositifs de sécurité dont s'équipent les particuliers pour leur protection à la fin du premier épisode de Tooms, puis en s'étonnant du changement qu'ils ont subi, Scully et lui, en s'émerveillant devant un cocon de chenilles à la fin du deuxième. Tout un symbole. Finalement, en seulement 2 épisodes, Eugene Victor Tooms est resté dans les mémoires autant pour sa nature monstrueuse et terrifiante que pour ce que son existence pourrait impliquer. Lorsque l'épisode de sa première apparition finit, on ne se sent plus seul chez nous. Et ce n'est pas une sensation réconfortante. Nos maisons, nos domiciles personnels, desquels nous sommes propriétaires, nous ne les contrôlons pas entièrement. Et surtout, nous vivons dans la peur que quelqu'un s'y introduise, nous violente, nous dérobe nos biens. Si quelqu'un peut vraiment entrer chez nous, en ces lieux qui sont censés signifier confort et sécurité, cela veut dire que nous ne sommes plus en sécurité nulle part. Et peut-être est-ce pour cela que ce satané Tooms est resté autant dans les mémoires, comme l'un des adversaires les plus effrayants jamais rencontrés par notre duo d'enquêteurs, à tel point que l'intrusion de ceux-ci dans son terrier restera durant de longues années dans le générique iconique de la série. Et pour toutes ces raisons, Eugene Victor Tooms est devenu réel. Alors, si vous entendez d'étranges bruits s'échapper de vos canalisations, méfiez-vous. Peut-être que quelqu'un, armé de mauvaises intentions, est en train de se balader dans votre tuyauterie et qu'il ne vous reste plus que quelques minutes à vivre. J'étais bien obligé de parler de ce qui fut pour moi un authentique traumatisme d'enfance dans mon bestiaire de l'horreur, et sans doute qu'un jour, cette émission pourra vous présenter celui qui reste, à mes yeux, le plus grand et terrifiant antagoniste de la franchise X-Files. Mais ça, ce sera pour un autre jour. D'ici là, portez-vous bien, et surtout n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie.